On entend parfois des histoires, des personnes qui font des choses qui semblent défier toute logique, des choses qui vont complètement à l'encontre de leurs propres valeurs. On se demande alors, mais qu'est-ce qui prend le contrôle de notre part la plus responsable? Cette analyse va explorer une idée fascinante, comment un traumatisme profond peut créer des facettes de soi en plein conflit, une sorte de pirate caché qui détourne la personnalité. Comment une chose pareille est-elle possible? Cet exemple, il est bien réel, et c'est notre point de départ. On parle d'un professionnel dévoué, un pilier de sa communauté, qui se retrouve tout à coup à piller des magasins. Et le pire, c'est qu'il est le premier à ne pas comprendre son propre comportement. C'est vraiment comme si quelqu'un d'autre avait pris les commandes. Voilà la question centrale. Il ne s'agit pas juste d'une faiblesse de caractère ou d'une simple mauvaise décision. La théorie qu'on va explorer suggère quelque chose de bien plus profond, un véritable détournement de la conscience, orchestré par les blessures du passé. Ok, alors plongeons là-dedans. Pour comprendre ce détournement, il faut se tourner vers les travaux du psychanalyste finlandais Jorma Tashka, un expert en la matière. Selon lui, un traumatisme sévère, ça ne fait pas que laisser une cicatrice, ça peut littéralement fracturer notre sentiment d'identité. Et voilà l'idée au cœur de sa théorie. Au lieu d'avoir une personnalité unifiée qui apprend et qui grandit, le traumatisme peut créer des états du moi complètement séparés. Ces parties coexistent, bien sûr, mais elles ont des objectifs, des désirs et des souvenirs totalement différents. Et surtout, elles sont souvent en guerre les unes avec les autres. Alors, qui sont ces personnages qui se battent pour le contrôle? La théorie en identifie 3 principaux. Et pour vraiment saisir la dynamique interne qui est à l'œuvre, il est essentiel de comprendre chacun d'entre eux. D'abord, on a le moi en développement. C'est la partie qu'on considère souvent comme notre vrai soi. C'est la facette saine, celle qui veut aller de l'avant, construire, apprendre de ses erreurs et assumer ses responsabilités d'adulte. C'est elle qui cherche sincèrement à guérir. Ensuite, il y a le moi victime. Alors lui, il est comme figé dans le temps au moment précis du traumatisme. Cette partie est convaincue que le monde lui doit quelque chose. Elle ne cherche pas à guérir, non, elle cherche à obtenir réparation. Et pour ça, elle utilise la culpabilité et la pitié comme de véritables armes pour manipuler son entourage et fuir toute responsabilité. Et enfin, il y a le moi dominateur. C'est un peu plus complexe. Pour échapper au sentiment insupportable d'impuissance de la victime, cette partie va s'identifier à l'agresseur. Elle retourne la douleur et la honte qu'elle a ressentie en attaquant les autres, en les rabaissant pour ne plus jamais se sentir impuissante. Le conflit le plus important, le plus central, se joue vraiment entre le moi en développement et le moi victime. L'un veut avancer et l'autre veut rester bloqué dans le passé. Et il faut savoir que le moi victime est un saboteur expert. La métaphore du coucou, elle est juste parfaite ici. Vous savez, l'oisillon du coucou qui éjecte les autres du nid pour survivre. Eh bien c'est pareil. Si on nourrit le moi victime avec de la pitié, il prend de plus en plus de place et il finit par évincer notre vrai moi, celui qui veut grandir. Et concrètement, comment ça se passe, ce sabotage? Eh bien, le moi victime va constamment blâmer les autres. Il va saboter une promotion au travail ou une belle relation juste au moment où tout semble aller pour le mieux. Parce que le succès, c'est le territoire du moi en développement. Il ne supporte pas de voir les autres heureux. Et peu importe l'aide qu'on lui apporte, ce n'est jamais assez. C'est une véritable lutte interne pour le contrôle. Le moi en développement, il dit « je peux le faire, aide-moi juste à me relever ». Mais le moi victime, lui, il murmure « c'est trop dur, fais-le pour moi, tu me le dois ». Leurs objectifs sont diamétralement opposés. Mais la dynamique est encore plus complexe que ça. Comment est-ce qu'une personne qui se sent victime peut tout à coup devenir l'agresseur? En fait, la réponse se trouve dans la relation très particulière entre le moi victime et le moi dominateur. Le point crucial à comprendre, c'est que ce ne sont pas 2 problèmes distincts. Ce sont 2 stratégies de survie qui sont nées de la même blessure. Et passer de l'une à l'autre, c'est un mécanisme de défense pour échapper à une douleur qui est juste intolérable. Alors voilà le processus. La personne se sent faible, honteuse. C'est insupportable. Alors, pour s'en débarrasser, son esprit va projeter tout ça sur quelqu'un d'autre. Et c'est à ce moment précis que le moi dominateur prend le relais et attaque cette nouvelle cible qui porte maintenant toute la honte. C'est comme ça qu'un enfant harcelé peut devenir à son tour un harceleur. C'est peut-être dans le cadre de la parentalité que les conséquences de cette fragmentation sont les plus dévastatrices. Parce qu'ici, le chaos interne d'un adulte est directement transmis à la génération suivante. Imaginez un parent dont le moi victime est constamment aux commandes. L'enfant n'est plus un enfant, il devient un soignant émotionnel. Le parent va se confier à lui comme à un adulte exigeant un soutien qu'un enfant ne peut absolument pas donner. La discipline est complètement incohérente parce qu'elle dépend uniquement de l'humeur du parent et non de ce qui est bon pour l'enfant. Pour l'enfant, c'est un véritable coup de fouet émotionnel.
Un moment, il est idéalisé, c'est le petit sauveur, et l'instant d'après, quand le moi dominateur du parent prend le dessus, ce même enfant est diabolisé, accusé d'être la source de tous les problèmes. Cette imprévisibilité est profondément déstabilisante. Et c'est ça qui rend la situation si tragique et si difficile à détecter. Face aux enseignants ou aux services sociaux, ces parents peuvent activer leur facette la plus fonctionnelle et jouer le rôle du parent parfait. Le chaos, la manipulation, la violence émotionnelle, tout ça reste caché derrière les portes closes. Alors, face à une dynamique aussi complexe, que peut-on faire ? La solution, ce n'est pas de réparer la personne. Il s'agit plutôt de faire un choix conscient sur la partie de la personnalité qu'on décide de soutenir, que ce soit en soi-même ou chez les autres. Au fond, tout se résume à ce choix. Répondre aux demandes constantes du moi victime, c'est exactement comme nourrir le coucou. On renforce la partie qui sabote et on affaiblit celle qui veut vraiment guérir. En revanche, reconnaître et soutenir les efforts, même les plus petits, du moi en développement, c'est donner une vraie chance à la personne de construire une vie authentique. Et c'est sans doute le message le plus important de cette analyse. Aider quelqu'un, ça ne veut pas toujours dire lui donner ce qu'il demande. Parfois, l'aide la plus sincère, c'est de ne pas céder aux manipulations du moi victime et plutôt d'encourager la prise de responsabilité du moi en développement. Et tout ça, ça nous laisse avec une question puissante. Une question qui s'applique à la façon dont on interagit avec les autres, mais aussi, et peut-être surtout, à la façon dont on se traite soi-même. Face à nos propres difficultés, quelle partie de nous choisit-on de nourrir ? Celle qui se complaît dans le passé, ou celle qui, malgré tout, essaie de construire un avenir ?